Bonjour Ghislaine et bienvenue dans le podcast Potentiel. Je suis vraiment ravie, mais un grand merci pour ton temps, déjà pour toute ton énergie, parce que ça se transmet là, à l'instant T. Donc un grand merci à toi. Eh bien, bonjour, bonjour, ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Ah, C'est ça. merci beaucoup. J'ai pour habitude donc de présenter mes invités et pour expliquer un peu pourquoi je t'invite. Mais si j'oublie des choses, parce que tu m'as pas envoyé ta bio, mais je pense que c'est parce que en fait c'est compliqué, je pense, pour toi de te présenter avec tout ce que tu fais, mais je vais essayer de voilà d'être exhaustive. Cependant, s'il y a des choses que j'oublie que tu penses c'est important, n'hésite pas après à le rajouter, d'accord? Donc, Ghislaine Duboc, moi, je t'ai connue à travers les réseaux sociaux, à travers Instagram. Je sais qu'après la période Covid, bah, c'est là où tu as commencé effectivement à partager. Tu nous diras un petit peu pourquoi. Bon, moi, je le sais, on en a un petit peu parlé, mais tu nous expliqueras comment tu es arrivée là, parce que c'est une question qui est beaucoup revenue sur mes réseaux quand j'ai dit que j'avais la chance de t'interviewer. Ce que j'ai aimé, c'est avant tout, en fait, ce que tu dégages. Il y a une énergie, un sourire, une authenticité qui fait du bien. C'est un peu comme si on parlait de cœur à cœur et je pense que quand on est dans une quête d'honnêteté, de transparence ou juste de contact humain, il y a quelque chose, il y a une chaleur qui émane de toi et qui fait du bien. Donc je te remercie pour ça. Donc déjà, j'ai envie de dire, voilà, comment on dit, tu sais, dans un cadeau, là, c'est déjà, le papier cadeau est beau et joli, quoi, tu vois. C'est juste, il fait du bien à regarder. Mais en plus, quand on écoute tes messages, donc l'intérieur même du cadeau, il est vraiment magnifique, en fait. C'est une source d'espoir qui fait du bien. Et je sais qu'on est dans une société où aujourd'hui, les gens manquent d'espoir. Et d'ailleurs, c'est le sujet de ton livre, parce que je rappelle pour les personnes qui savent pas, mais tu as écrit un livre, c'est La prophétie de l'espoir, une formidable vision chamanique de notre monde en transition, et aux éditions donc Trénadiel, qui est sorti en 2024. Et donc et même si tous tes messages sur les réseaux sociaux ne parlent pas forcément d'espoir, il y a derrière cette idée, je trouve, qui, tu vois, c'est cette intention, cette intentionnalité d'espoir. Donc je te remercie pour ça. Et pour en savoir plus sur toi, donc je suis allée voir sur ton site, et il y a marqué qu'en 2005, donc ça fait plus de 30 ans que tu accompagnes des femmes, des hommes sur leur chemin de transformation personnelle et spirituelle. En 2005, tu inities tes premiers groupes dédiés à l'éveil chamanique, avec une approche plus novatrice, relier les perceptions chamaniques aux outils issus de la psychologie, afin d'ancrer l'expérience intérieure dans une compréhension concrète de nos mécanismes humains. J'ai trouvé ça très beau. Je sais pas si c'est toi qui l'as écrit ou quelqu'un qui l'a écrit pour toi, parce que parfois on délègue. Mais voilà. Tu es formé aussi à la psychosexothérapie, Oui. explore en profondeur les mécanismes de tout ce qui est conditionnement, dynamique relationnelle, les enjeux de l'intime, et donc tu intègres ta pratique chamanique. Et je voudrais d'abord te poser la question, c'est quoi être chaman? Parce que finalement, j'ai l'impression de lire un peu tout sur le sujet, que tout se dit. Donc c'est quoi pour toi être chaman? Eh bien, déjà, il faut prendre l'origine de chaman, hein. C'est, un mot qui a été inventé par les ethnologues, d'une part, et ils avaient du mal parce que quand ils observaient, ça a commencé par la Sibérie, la Mongolie, enfin, quand ils observaient les tribus, celui qu'ils ont appelé chaman, eh ben, il est d'abord, analysé avec une négation. C'est-à-dire, il n'est pas psy, il n'est pas curé, il n'est pas médecin, il est tout ça et ça paraît incroyable. Ouais, Donc il ils comparait avec ce qu'il connaissait en fait. ah, de toute manière, c'est le filtre avec lequel on voit la réalité. Donc, à un moment, ils ont dit: «Chaman, ça doit à peu près recouvrir, tout cela» et ce mot a beaucoup voyagé et il a été employé, de diverses façons, des fois d'une façon qui correspond pas du tout, à la, disons, en tout cas, ce que je connais, de certains chamans qui ne s'appellent pas chamans d'ailleurs, hein. Si on va dans certaines tribus, ça peut être Taïta, ça peut être d'autres noms, mais c'est pas chaman. C'est vraiment notre regard sur eux et comme c'est un mot qui a beaucoup occupé l'imaginaire des gens, quand à un moment je faisais de la pratique énergétique, mais comme moi je l'avais, dans ma réalité, certains me disaient: «Ah oui, mais tu fais du chamanisme». Alors je fais pas du chamanisme. Puis quand je suis allée un jour, dans un avec, Balkou, enfin c'était un chaman au Pérou, tout ça, à un moment il me dit: «Bah, tu es chamane? Ah, c'est comme ça qu'on vous dit chez vous?» Je lui dis: «Bah, je sais pas». Il me dit: «Bah, regarde, tu parles aux pierres, tu as cette vibration avec la nature, avec les lieux». Et j'ai été surprise et puis je me suis dit: «Bah, oui, bah, c'est un mot que maintenant tout le monde connaît». Mais dans la réalité, c'est comme si on dit à quelqu'un: «Tu es musicien?» «Bien sûr, mais Mozart, c'est pas Wagner».
Par contre, il touche une musique à une certaine sensibilité. On est tous sensibles à la musique. Je dirais que le chaman, il a une oreille très, très puissante sur la vibration, ce qui fait qu'il permet, d'ouvrir, comme quand Mozart nous permet, d'ouvrir notre cœur, à cette élévation qu'il amène. Eh bien, le chaman fait la même chose. Il trace, en fait, c'est, comme l'éléphant qui ouvre la forêt. Et ben, le chaman, c'est l'éléphant qui ouvre la vibration du groupe, voilà. Mais c'est pas plus. Enfin, je veux dire, c'est et quand je dis aujourd'hui, par contre, dans ce que je fais, c'est qu'avant de pouvoir, se connecter à la vibration, eh bien, ce qui est essentiel, c'est de sortir de sa grille de lecture, d'être dans la réalité que fabrique notre esprit, puisque pour nous, ce qui est essentiel, c'est l'esprit. Alors, d'abord retrouver la vibration du corps, ne pas avoir peur de la réalité qu'il révèle, c'est déjà commencer à retrouver la musique du vivant. Et dans cette musique, ben, certains se réveillent avec, une vibration très, très puissante qui va très, très loin, d'autres un peu moins, mais c'est pas grave parce qu'in fine, le cercle, c'est le groupe et quand il y en a un qui dit: «On va là», bah, tout le monde suit. C'est parfait, Mmh. voilà. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut tous, développer ça? Tu vois? Ce lien un peu chamanique, ce lien avec, la nature, cette énergie? Eh bien, on l'a tous. Ce qu'on apprend dès le plus jeune âge, c'est à se fermer pour participer à la réalité collective, virtuelle, car dans notre espèce, comme dans toutes les espèces, ce qu'on a peur, c'est de ne plus appartenir à Mmh. une tribu, hein. L'exclusion fait Mmh. peur, le Mmh. rejet fait peur. Donc on nous apprend dès notre jeune âge à, par exemple, à mettre la réalité à l'extérieur de soi. Hein, quand on dit à sa mère, «J'ai faim», on va te dire: «C'est pas l'heure», alors qu'on a faim, hein. Ouais, Ou ouais. quand j'ai froid, bon, tu dis: «C'est pas possible, personne n'a froid». Ben oui, mais on a froid et pire, quand on dit: «Ah, j'ai vu un fantôme», on dit: «Ah bah oui, c'est ton imagination» ou «J'ai ressenti ça». Donc quelque part, dès le départ, on apprend à ce que la réalité soit à l'extérieur, ce qui permet de se trouver dans la situation folle aujourd'hui où il faut sauver la réalité virtuelle qui tue le réel. Voilà. C'est pour ça qu'il est temps, sans parler de chamanisme, de revenir à la vibration du vivant pour avoir la lucidité nécessaire à une créativité, importante. Est-ce que ça voudrait dire que toi, d'une certaine manière, tu t'es moins fermée? Ou comment tu as pu garder ça, en fait? Que tu l'as Ben, retrouvé, tu vois, dans ton parcours? Comment ça s'est passé? bah, en fait, hem, j'étais anormale. Voilà. Dès que j'étais petite, j'étais anormale. La chance que j'avais, c'est que dans ma famille, ma grand-mère, mon grand-père, enfin beaucoup de gens des 2 côtés, communiquaient autant avec les esprits, étaient guérisseurs, on voyait les gens défiler. Bon, c'était normal. Sauf que quand je suis arrivée en pension, c'était plus normal. Hein, voir les choses avant, les sentir, que ce soit la maladie sur quelqu'un ou autre, on devient une sorcière et la seule chose que les gens veulent, c'est exclure ce qui fait peur. Donc, je crois que la première partie de ma vie, j'ai souffert d'être anormale et puis j'ai tout fait après pour être normale. Ça, c'était la base. Mais, les épreuves et puis, ensuite, la rencontre, avec, une culture différente, eh bien, m'a rendu ma normalité. Le jour où ce que je voyais, ben, les autres personnes le voyaient à côté de moi et que j'étais pas seule, je pouvais communiquer et partager et quand, j'ai rencontré ça, ça m'a apaisée, bien sûr. C'était c'était facile. Je suis toujours rentrée dans les objets, mais j'avais 10 ans. Mais la solitude amène à ce que le monde vivant existe puisque ses semblables, ne communiquent pas. Donc des fois, l'isolement, c'est une porte qui mène ailleurs, hein et avec bonheur aussi. Ouais, je vais y venir parce que je trouve que c'est un message d'optimisme quand même que tu dis. C'est-à-dire que même si on se perd en chemin, on peut se retrouver, en Ah fait. oui. À un moment donné, enfin voilà, on n'est jamais perdu totalement, en tout cas quand on a envie de retrouver un chemin, qu'importe le chemin, on peut trouver un chemin et c'est un petit peu ton Oui. message qui est plein d'espoir et c'est le sujet quand même du jour. C'est quoi l'espoir selon toi et comment est-ce que alors je sais pas comment te formuler la question, mais tu vois, tu as une expérience de la vie.
Et je trouve que aujourd'hui, les gens disent actuellement, le monde, il est désespéré, il y a moins d'espoir qu'avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment toi tu le ressens? Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que vraiment aujourd'hui, effectivement, les gens semblent plus désespérés? Je crois que aujourd'hui, les gens se sentent en insécurité parce que tel qu'on est conçu, fabriqué dans notre culture et dans toutes les cultures verticales, une culture chinoise est une culture verticale. Je veux dire, dès qu'il y a un visionnaire et que les autres participent à la vision, eh bien, on est soi-même une culture verticale. C'est-à-dire que c'est je rêve d'abord les choses et après je les vis. C'est comme ça que j'ai l'impression de contrôler ma vie. Mais si on le met à l'échelle du monde, eh bien le rêve de demain n'est pas pour tout le monde et donc ça crée l'insécurité. Quand, on voit que ceux qui ont le pouvoir pour le moment, qui ont sûrement très peu de culture, parce que s'ils avaient lu, la vie des Mayas ou des Aztèques, ou d'autres, empires, que ce soit l'empire chinois ou autre, ils verraient que quand on se croit tout en haut, eh bien, et on a l'impression qu'on n'a plus besoin de ses pieds, on tombe très bas. Mais pour le moment, ils sont dans le mal des hauteurs. Quand on regarde les films qu'il crée, hein, c'est toujours, l'élite qui va, faire une évolution extraordinaire de l'espèce qui ne mourra plus, hein, cette idée que la mort, est une horreur. Donc on sera immortel. Moi, si vous me dites que je suis immortel tel que je suis, je meurs de douleur parce que ça serait horrible. Mais, c'est cette vision, ils créent des palais sous la terre, en se disant que c'est pas important que la terre meure. Eux trouveront toujours une solution technique, vivre sous terre. Donc, ce rêve du futur appartient à une élite qui n'a plus besoin des hommes. Donc, aujourd'hui, on rentre dans des schémas même religieux où l'élite, les élus, auront le droit d'être là. Alors, on le formule rarement, comme je le dis aussi, cash pourrait faire. Mais ce qu'on sent, c'est qui aura le droit d'être là? Ça, c'est la question. Et à partir de là, dès que des histoires bien placées dans les médias vont faire que il faut que je dise qui n'a pas le droit pour que moi j'existe. Il faut que je détruise l'autre pour que moi je sois celui qui peut rester là. Et donc on crée la haine, au niveau de la sexualité, au niveau de la religion, au niveau de la couleur, au niveau de l'ancienneté. Bref, on cherche le groupe qui n'aura pas le droit. On sait très bien qu'à ce jeu-là, tout le monde se tue entre eux. Et quand on dit l'insécurité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas formuler vers quoi on va. La folie, par exemple, tous les jours je mange des produits qui sont avec des pesticides et je sais que je m'empoisonne. Mais je ne peux pas imaginer qu'on mettrait des produits dangereux pour me tuer. C'est pas possible. On est gentil, l'espèce est plus gentille. C'est pour ça qu'elle est souvent malmenée. Et donc, on a cette, illusion, hein, comme je disais tout à l'heure, où je peux manger et m'empoisonner, où je peux aller dans un lieu où respirer m'empoisonne et je continue, où je sais les choses. Le climat, on a les infos et je continue. C'est cette illusion dans laquelle on est qui crée l'incertitude et l'espoir, celui-là d'espoir pour certains, c'est d'être celui qui aura le droit d'être là. Ça, c'est quand on est pris dans ce schéma. Oui, on Mais renforce un petit peu la loi de la jungle, où on se dit c'est oui, ou tu tues ou tu vas être tué en fait, hein. C'est un peu cette oui, idée-là, mais c'est constante. faux. Parce que la jungle, c'est pas ça. La jungle, j'ai jamais vu un lion faire des stocks de biches. Non, la loi de la jungle, c'est tantôt je suis le prédateur, tantôt je suis la proie. Par les besoins naturels. Nous, on dit ça. Je veux dire, quand on a quelqu'un, par exemple, qui veut plus de terre, alors qu'il a largement ce qu'il faut, on dit: «Il tue pour avoir de la terre», mais c'est de la folie. Il a pas besoin. On est toujours au-delà de son besoin. Au-delà. Est-ce que tu crois que c'est en fait, tu vois, si j'écoute ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est vraiment conditionné, on s'est oublié, donc en fait, on n'est pas en capacité aujourd'hui, je pense, de connaître nos réels besoins. Tu vois, moi, je vois dans les accompagnements que je fais, quand je pose cette question toute simple aux gens en disant: «Mais de quoi tu aurais besoin aujourd'hui pour aller mieux?» En réalité, ils sont incapables d'apporter une réponse.
Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils croient avoir besoin de certaines choses comme matériel, ceci, cela, de cocher, tu vois, les cases en se disant c'est comme ça que je serai heureux, que quand on revient en fait en disant mais toi, en fait, indépendamment de tout ce qu'on t'a appris ou inculqué, de quoi tu as besoin, ils savent pas en fait, ils savent pas du tout. Donc finalement, il y a ce côté de comme je sais pas, eh ben je vais prendre tout ce qu'il y a, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, un peu comme quand tu manges pas des aliments justement très nutritifs, tu auras tendance à manger plus en quantité parce qu'en fait, t'es pas rassasié. Tu vois, il y a ce côté. Oui, mais en fait, ça c'est je veux dire, on est constamment avec sa tête. Je mange avec ma tête. Si je mangeais avec ce que je ressens, je mangerais très peu. Si vraiment je prenais mes besoins, c'est peu. Si je prends ma tête, c'est illimité. On est dans un monde illimité par la tête et on ne veut pas de cette frustration parce qu'on a l'impression que si je vais dans la limite, eh bien, je vais, perdre cette euphorie de tout est possible On manque et de c'est pourquoi sagesse, selon toi? hein? On manquerait de sagesse, selon toi? Non, on manque de réalité, c'est tout. C'est-à-dire que quand on est malade, par exemple, ou quand on a un deuil ou quand on est renvoyé, quand il y a quelque chose de brutal qui se passe, ça nous ramène dans l'impuissance et l'impuissance, qu'elle soit physique ou psychologique, ramène à des limites et dans ces limites, certains, des fois, changent de vie parce qu'ils se disent: «Non mais attends, pourquoi je fais ça, en fait?» Mmh. Ah, quand, on voit certaines maladies qui tiennent au lit pendant un moment, au début, on ne peut pas imaginer qu'on est malade. Moi, j'ai vu des gens, avec, 2 pattes, disant: «Mais je peux pas, il faut que j'aille à la réunion, je dois y aller» et je lui dis: «Oui, mais là, tu peux pas y aller, c'est pas possible». Tu vois? C'est pas possible. Mais c'était impossible. Ah, mais dans un accident, on va dans l'ambulance, les gens qui disent: «Ah non, non, mais là, j'ai réunion, hein». On dit: «Oui, mais là, tu vas à l'hôpital». Mais non. Donc, il faut un certain temps avant qu'on sache qu'on a mal. Mais une fois que la douleur est là, que le corps est écouté, à ce moment-là, il y a une prise de conscience de la vie. On voit Steve Jobs, les dernières phrases, les dernières lettres qu'il écrit et autres n'ont rien à voir avec l'homme qu'il a été. On retrouve ce côté, pas de sagesse, tout simplement humain. C'est-à-dire, on fait partie d'une chaîne. Et la bienveillance vis-à-vis de soi, qui est la première terre, ouvre à la bienveillance de l'autre, car on sait que sans l'autre, on n'existe pas. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va vers des drames, hein, on les a déjà, que ce soit, au niveau des inondations, des choses comme ça, mais aussi au niveau de la misère qui monte et certains vont découvrir que la richesse dans ce monde limité, puisqu'ils ont plus accès à cette profusion de choses, eh bien, c'est d'éviter d'avoir peur de son voisin, mais de le rencontrer. Parce que dans le lien, on est très fort. On est vraiment très fort et quand le lien devient un lien d'amour, on est imbattable. Mais tu On disais tout peut à pas l'heure, l'être. tu vois, que les gens, ils ont peur d'être rejetés, Mmh, que tu vois, le fait je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mon podcast et qui se sentent, bah, comme tu disais, un peu pas normales, qu'on leur aura reproché qu'ils étaient trop sensibles, trop ceci, trop cela et qui auront tendance justement à avoir peur de ce lien à l'autre et là, tu te dis: «Bah, peut-être que la solution, c'est justement de se lier à l'autre», mais comment on fait quand on a eu, justement, des mauvaises expériences et qu'on a peur? et bah, c'est toujours pareil quand il y a plus le choix. Mmh. Là, par exemple, on se retrouve avec un truc qui est quand même c'est un moment exceptionnel. Pourquoi? Et c'est ça qui donne espoir d'ailleurs. Mais, aujourd'hui, on est à l'apogée de la suprématie de l'esprit. C'est vraiment on a développé là depuis 3000 ans qu'on raconte ça, que l'esprit est suprême, les dieux, c'est l'esprit, tout est esprit, esprit, bien. On est à vraiment, on arrive presque à son maximum et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, supposons que je sois médecin, j'avais un IA qui m'accompagnait, qui m'aidait. Aujourd'hui, c'est lui qui est médecin, il en sait plus que moi. Donc quand dans une casserole, je mets la suprématie de l'esprit, je deviens quoi, moi, devant? Parce que face à la machine, je me pose la question: «Qu'est-ce que je suis?» Et c'est là où l'être sensible, l'être qui a gardé ses vibrations, qui a une connaissance différente, parce que la perception est autre, apporte quelque chose que la machine ne peut pas avoir. Et je donne un exemple que j'ai souvent dit en fait, mais c'est parce qu'il est flagrant. Souvent, l'IA peut nous deviner très facilement, bien, sauf
pour les règles d'amour. Si on m'attaque, je suis sidérée, j'ai peur. Peut-être que je ne vais pas me défendre. Mais si on touche à mes enfants, à un de mes enfants, je ne vais pas savoir que je suis en danger. Ce qui va être important, c'est de me jeter pour le protéger. On voit des pères, je me souviens d'un homme qui s'est jeté pour sauver son enfant de la noyade, il ne savait pas nager. Donc, quand j'ai quelque chose qui est plus grand que moi, un groupe que j'aime, un arbre que j'aime, quelque chose que j'ai associé dans le lien d'amour, il me donne la puissance d'être plus grand que moi, d'être dans l'énergie de l'ensemble. Et ça, l'IA peut pas le comprendre. Parce que dans un raisonnement où c'est toujours qu'est-ce que ça me rapporte, là, ça colle pas. Donc en fait, quand on rencontre à nouveau le lien à soi d'abord, et ça ouvre au lien à l'autre, on n'a pas besoin d'aller chercher l'autre. L'ouverture de soi amène le lien à l'autre. Parce que tout est vibration. Et dès que on, on est sensible à la vibration, on sait jusqu'où on peut s'approcher d'une personne avant qu'elle crie. À 50 centimètres près, on se dispute. 50 centimètres plus loin, on discute. On sait dans une chambre où il y a un malade être exactement à la place où il faut. Pas coller au lit, pas là, parce que son énergie est fragile. Donc aujourd'hui, on va redécouvrir une autre réalité parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'un homme. Et c'est pour ça que ça donne beaucoup d'espoir, parce qu'ils ont matérialisé la folie de l'univers, de notre humanité, de croire que on est une machine à calculer. C'est une folie, alors que on est un cœur à vibrer. C'est ça qui est très différent. Merci Ghislaine. Et du coup, tu vois, toi, tu es ouverte à tout ça, mais les gens qui sont aujourd'hui totalement emprisonnés dans leurs peurs, dans leurs angoisses, qui n'arrivent pas à se retrouver justement, à se reconnecter à leurs besoins ou aux autres, et qui ont perdu l'espoir en fait d'y arriver, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que la vie est bien faite. Tôt ou tard, ils vont retrouver le sens. De toute façon, même s'ils le retrouvaient pas, si on veut vivre dans la virtualité et être un guerrier en disant que si on chasse cela, on prend cela, etc., j'aurai ma place, je pense que les gens qui vont faire ce combat, ils vont le faire de bonne foi, dans leur personnage, en croyant que c'est la seule chose à faire. La pire des choses qu'on vit aujourd'hui, c'est que on fait comme chaque fois qu'on a bourré la tête à quelqu'un, c'est-à-dire je fais du mal, mais c'est pour le bien de tous. Donc en fait, plus je fais mal, plus je fais du bien. C'est que que je fasse du mal et que je sente que ça fait mal, je sais que quand je tue, je me tue. Je sais que quand je tape, je me tape et ça me limite. Mais quand je pense que chaque fois que je tape, je sauve ma famille, alors je tape encore plus et c'est ça qui est dangereux. Mais bon, c'est la vie et il y en a d'autres qui ne pourront pas rentrer là-dedans. Je crois que, il y a eu des résistants dans la vie partout, sauf qu'aujourd'hui, on est à un moment où il faut regarder son chemin, son pas. Si on veut l'espoir, il faut rentrer dans la lucidité, parce que sans lucidité, il y a pas d'espoir. Il y a des rêveries. L'espoir, c'est aussi la confiance dans le vivant. Peut-être que nous sommes le volcan qui fera passer la Terre à autre chose. Peut-être avec toutes les armes nucléaires que nous avons créées. Mais pour chacun, c'est pas à ce niveau-là qu'on va le vivre. C'est le pas d'après, le lendemain. Qui sait qu'il a 6 mois à vivre? Personne ne sait le temps qu'il a à vivre. Mais par contre, chaque jour peut être une éternité si on le vit intense. Et dans un combat, je suis sûre que ces jeunes, parce qu'il y avait énormément de jeunes résistants pendant la guerre, ils sauvaient le monde. Ils passaient pas une journée de plus. Ils n'étaient pas dans la distraction. Ils étaient dans la foi de ce qu'ils faisaient. Ils avaient le sentiment qu'ils étaient tellement importants que l'univers avait besoin d'eux. Et quand chacun sait que il a sa place, à ce moment-là, dans le rêve des hommes vivants, des hommes qui sont attachés à la terre, à ce qui les fait vivre, eh bien, il y a peut-être un état d'extase qui peut arriver, que ceux qui sont éternellement piégés dans le divertissement des écrans
ne pourront pas avoir, mais c'est pas grave, tout est juste de toute façon. Tu dis quelque chose, d'important là, je pense, pour les auditeurs, parce que je sais que la notion de place revient souvent dans les questionnements que j'ai des personnes. C'est: quelle est ma place? Est-ce que je suis à la bonne place? Comment je sais si je suis à la bonne place? Et est-ce que j'ai même une place? T'en penses quoi de toutes ces questions? Elle est fondamentale, elle est vraiment fondamentale. Parce qu'on nous fait croire que déjà on peut choisir sa place. C'est comme si on disait à une tortue: «Tu veux être quoi au fait? Un loup, un renard, qu'est-ce que tu as envie d'être?» La tortue, elle va dire: «Je suis une tortue, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Non, nous, c'est: «Tu es petit, tu veux être quoi?» Ah bah, c'est pas qui tu es, qu'est-ce que tu aimes? Non, c'est tu veux être qui? À partir de là, on a un problème de place puisqu'on rentre un scénario et on se dit: «Alors et moi, vous avez écrit un rôle pour moi ou pas? Parce que s'il y a pas de rôle, moi je peux pas jouer». Là où je nais, j'ai ma place. On souhaite l'immobilité du monde. Pendant 30 ou 40 ans dernièrement, on a cru que ça pouvait changer, mais c'est pas vrai. Toutes les religions, toutes les philosophies politiques font en sorte qu'on ne change pas de place. Celui qui est riche, il est avec les dieux, il doit rester riche. Et si on est dans une classe ouvrière, on n'est pas dans une classe bourgeoise. Et en fait, on donne une place de rêve. On a écrit un scénario, tu nais là, c'est tel rôle, tu nais là, c'est tel autre rôle. Bon, dans l'univers, ça se passe pas comme ça, puisque c'est ma nature qui donne ma place. Mais si ma nature me donne ma place aujourd'hui, heu, j'ai pas besoin de regarder à l'extérieur, je suis libre à l'intérieur. Personne ne peut me prendre ma place, personne, puisque la vie a voulu, pas mon père, pas ma mère, la vie a voulu que je m'incarne. Je suis la vie a sa place. Le seul problème, c'est qu'avant, quand, on prenait la terre, qu'elle n'était pas propriété des uns ou des autres, celui qui arrivait avait sa place, naturelle, comme le pinson, ou le gorille. Tout le monde avait sa place. À partir du moment où la terre est devenue une propriété et un produit qui rapporte de l'argent, si je ne peux pas avoir de l'argent, je n'ai pas de place. Et c'est très important parce que sans argent, et on le voit avec le petit poucet, sans argent, il n'y a pas de famille et il n'y a pas d'amour. Intéressant quand même. Mais on nous élève dès le plus jeune âge à ça. Mais c'est la réalité. Sans argent, je ne peux pas vivre. Et aujourd'hui, on voit bien que le regard qu'on porte pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est qu'ils sont de trop. Alors, c'est là où on comprend pourquoi il est plus important de sauver l'argent que la pollution, l'air qu'on respire. Puisqu'on a oublié que sans un air qui n'est pas pollué, eh bien, je vais mourir. Non, c'est sans argent que je vais mourir. Et c'est ça le problème de la place, c'est que c'est à nouveau appartenir à un scénario dans lequel on a figé certaines places et où on écrit le comportement et ce qu'on doit avoir. Et quand on sort de ça, on est un homme libre, mais vraiment libre, Mmh. vraiment. Selon toi, pourquoi justement on se contente pas de, prendre ce dont juste on a besoin et pourquoi on en veut toujours plus? Alors, je te dis ça parce que c'est une réflexion que j'avais avec mon mari il y a un moment et il me dit: «C'est quand même dingue parce qu'on est des milliards sur cette planète et on nous a vendu des idéaux, en fait, qui font que tout le monde a les mêmes rêves». Il fait: «C'est quand même dingue, on n'est pas censé avoir les mêmes rêves». Mais quand on demande à la majorité des gens, ils veulent tous, par exemple, justement, être riches, voyager, à faire ceci, avoir une grande voiture, une maison, enfin vraiment, il fait alors que c'est totalement illogique. Mais on nous a vendu des idéaux et lui me disait: «Il faudrait peut-être justement renouveler ça et proposer de nouveaux idéaux pour que les gens, en fait, se disent: «Ah ben finalement, c'est vrai que ça me correspondrait davantage ça et ça me correspondrait davantage» et moi, je trouve que c'est ce que tu proposes, en fait, tu vois? Avec ce que d'autres idéaux et c'est pas pour rien que tu énormément suivi, c'est parce que ça parle à des personnes, en fait, ça me parle beaucoup plus ce qu'elle me propose, Ghislaine, que ce que j'ai pu apprendre, tu vois, tout au long de ces années. Mais du coup, ça m'interroge, je me dis: «Mais pourquoi, en fait, on pense qu'on veut tous les mêmes rêves et pourquoi c'est dans ce côté toujours en vouloir plus, comme si c'était jamais suffisant, quoi?» Parce qu'on est dès le départ dissociés. On fait partie d'un 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 film et on ne sait jamais si on est bon. Quand je fais partie d'une histoire, qui me dit que c'est bien? Ça y est, tu as le rôle, tu le sais, c'est comme ça. Non,
J'ai toujours quelqu'un qui me regarde et qui me juge. C'est ça. Il y a toujours des spectateurs qui me jugent. Donc, il faut toujours que j'aille mieux, que je sois encore mieux. Et cette façon de dire tu seras comme. Non, chaque grain de sable est unique, chaque ADN est unique. Et nous, on est arrivé à faire des champs de tulipes où on voudrait tous être une tulipe. Le jour où je sais que je suis unique, je marche ma parole. C'est la base. C'est-à-dire, ce que j'ai expérimenté, j'en parle. Ce que je n'ai pas expérimenté, c'est une information. J'ai lu ça. Mais je vais essayer de parler. C'est pour ça que dans les natifs d'Amérique, ils parlent peu parce qu'ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Et je peux avoir vécu, par exemple, on prend un voyage. Si je vais dans un pays et que je trouve l'accueil magnifique, je rencontre une copine qui me dit: «Tu es allée là-bas, mais tu rigoles, les gens, ils sont comme ça, comme ça». Chacun a vu son pays différemment. Donc, on peut me dire quelque chose si j'ai eu l'expérience différente. Si j'ai froid, on peut me dire: «Mais non, il fait chaud». Je vais dire: «Écoute, pour toi, il fait chaud, pour moi, il fait froid». Si je m'autorise à parler à mon nom, de mon expérience, j'autorise l'autre à avoir la sienne. Le plus difficile, c'est quand on est juste des commentateurs d'informations. Parce que dans ces cas-là, on touche à nouveau un point, intelligence. Si je m'exprime bien, que je défends bien tel ou tel personnage, etc., je vais être intelligent comme lui. Il y a une rivalité toujours au niveau de ce cerveau. Alors que je peux accepter de ne pas savoir parce que ça, je ne l'ai pas expérimenté. J'étais dans un village la dernière fois, il y a une femme qui me parle de l'immigration. Je lui dis: «Mais attends, c'était en Cévennes». Je dis: «Putain, il n'y a pas un immigré ici». «Ah ben ils arrivent». Je dis: «Mais attends, tu parles de quoi là? Tu en as connu dans ta vie toi? Non, jamais. Alors de quoi tu parles?» Tu peux dire: «À tel endroit, il y en a plein près de telle frontière où il y a des gens qui sont dans une misère noire parce qu'ils vont mourir». Oui, mais toi tu y es pas à la frontière. Alors parle de ce que tu connais. Sinon tu as la peur d'un espace qui n'est pas ton territoire et tu ne sais pas faire que la vibration du pays, eh bien, soit apaisée par les endroits où ça n'existe pas. Parce que la contamination de la vibration, c'est ça, aujourd'hui, le problème. C'est qu'on a peur de choses qui n'existent pas sur le territoire et on crée une vibration générale fermée. Alors que si on dit, oui, ben là, par exemple, on parle toujours de cette immigration, puisque ça, c'est le thème chéri de tout le monde, là, eh bien, quand j'étais à la poissonnerie la dernière fois, il y a une dame qui parlait qu'il fallait commencer à rester entre nous, Français, tout ça. Et moi, je lui ai dit, mais vous êtes de Bernay? Oui, elle dit oui. Je lui ai dit, ben écoutez, ce que vous voulez, c'est qu'on ne puisse plus se faire soigner à Bernay. Elle me dit pourquoi? Ben parce que je lui ai dit, plus de 50%, ce sont ce que vous appelez des émigrés. Ah, mais on les remplacera. Mais il n'y a pas de remplacement. Vous faites quoi? C'est-à-dire que quand vous parlez, vous êtes en train de nous dire: «On ne pourra plus se faire soigner ici», c'est ça? Vous voulez ça? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous avez dit. Si je parle de mon territoire, de ce que je vis vraiment, quand je vais manger dans une pizza, je mange italien. Quand je vais manger dans un restaurant mexicain, quand je vais au Japon, ma table est remplie de différences et moi, je vais mettre des frontières. Mmh. Ce que j'achète vient de l'Inde, vient de Chine et moi, je vais mettre des frontières. Sachant que, comme je disais à mon petit-fils, l'origine, quand il m'a dit: «C'est quoi l'origine, Mamoun?» «Ben, mon origine, qu'est-ce que tu veux? On est né d'une poignée de moules, hein, enfin, c'est-à-dire, un petit nombre de personnes en Afrique. C'est vrai. Donc on est tous noirs». Il me dit: «Ah, ne me dis pas qu'on est noirs». J'ai dit: «Mais tu es noir, bien sûr, et tu es pas Claude Nougaro, mais tu pourrais le chanter aussi. Bon, donc tu es noir». Et si tu comprends ça, si tu comprends que l'évolution, ça a été la nature, enfin la nourriture et le climat, l'environnement qui modifie les couleurs et la formation du visage, bah, si tu comprends ça, tu sais qu'à la source, on est tous frères. Et là, tu prends tes bouquins religieux, tu les as. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est celui qui est le plus décoloré qui est le plus important. Enfin, ça veut dire quoi? C'est c'est ça qui est fou. Enfin, pour moi aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a une telle connaissance qui ne sert à rien. On est retourné dans l'ignorance, dans le monde de l'ignorance et
où certains se prennent pour des dieux et pensent qu'ils vont recréer la beauté du monde. Et quand je dis pas d'être là, pour le moment, on le voit dans l'espace. Mais quand, d'une façon très calme, Bill Gates dit 97% des emplois seront pris par l'IA, comment on peut entendre ça? Comment on peut entendre ça? Quand on a créé le travail comme seul droit d'avoir sa place et de vivre. Ah, il faudrait que les choses changent du coup. On va Et faire oui, ça, mais mais c'est là où la lucidité est bonne. Parce que si on comprend ça, on se dit: «Là, on peut faire quelque chose. Maintenant, on peut faire quelque chose». en parlant de lucidité, c'est d'ailleurs pour toi un des fondements même de l'optimisme. On en avait Oui, parlé une fois quand on était au téléphone, en disant: «Mais l'optimisme, c'est pas être naïf, c'est justement non. être très lucide». Est-ce que tu veux bien nous expliquer ça? Parce que des fois, tu sais, il y a des gens, par exemple, ils sont assez négatifs et ils vont se dire: «Non mais moi je suis pas négatif, je suis réaliste». Et donc pour eux, le réalisme et l'optimisme, ce sont 2 choses différentes justement. Oui, en fait, la lucidité, c'est que je peux agir sur ce qui est réellement là. Par exemple, dans mon couple, je peux, être dans par exemple, mon mari rentre, je suis angoissée ou ça m'énerve, mais tout de suite mon cerveau va dire: «Oui, mais c'est l'homme de ta vie». Ah, bon, donc on va dire: «Tu es une optimiste», hein, parce que du coup tu la fermes, tu changes différemment et cetera et c'est valable pour les hommes aussi, hein, garçons ou filles, on fait pareil. Ça, c'est truc. La lucidité, c'est quoi? C'est que quand la personne rentre, je suis angoissée et au lieu de me mettre: «Oui, mais ça va, tu es fatiguée», non, je dis: «Hop, c'est bizarre quand tu arrives, au lieu d'être en joie, ouverte, je suis angoissée. Qu'est-ce qui se passe?» Si je si j'écoute mon corps, je pose la bonne question. Alors peut-être que la réponse me plaît pas. Peut-être que la discussion qu'on va avoir ne sera pas confortable, mais elle donnera de l'espoir pour notre couple parce qu'on aura à nouveau parlé sur du réel. C'est de l'honnêteté finalement, Oui, d'honnêteté envers soi et envers l'autre. mais ça passe par le corps. Mmh, C'est-à-dire, c'est ce que j'ai senti que mon esprit n'a pas coupé. mmh. Or, la lucidité, c'est vraiment quand, on est dans le: «Je le sens pas, c'est pas possi». Si je suis lucide avec, par exemple, l'eau qu'on boit ici, je la bois pas. Si je me dis: «Oh non, attends, c'est pas possible, ils ont mis ce chiffre, mais ça va quoi, ils vont pas empoisonner le monde quand même». La lucidité, j'ai le chiffre, bah, je prends un filtre à eau et puis j'ai une eau qui est propre et ça me donne de l'espoir parce que quand tout d'un coup je me dis: «Ah ben j'ai quand même pu détourner le coup là, hein?» Et découvrir que j'ai une bonne eau, je la fais voir à mes amis, tout le monde me dit: «Ah ton eau quand même elle est super». Je dis: «Elle est super mon eau» et cetera. C'est tout d'un coup en étant lucide, je suis devenue bienveillante. Donc est-ce que l'espoir, ça serait la possibilité de pouvoir changer les choses? Est-ce que ça serait ça? Est-ce que c'est le passage à l'action pour toi, l'espoir? Oui, parce que c'est de savoir que à mon niveau, je peux être l'opposé du monde, ça me donne de l'espoir parce qu'on est des milliards et que je suis pas toute seule. Mais que c'est si on regarde l'espoir, c'est vraiment cette confiance dans la vie. Bien sûr, un accouchement, par exemple, c'est douloureux, ça te met des bon, ça fait mal, quoi. On peut me dire tout ce qu'on veut, même la péridurale, ça marche pas, quoi. Ça fait mal. Bon, mais à la sortie, bon, on est vachement content parce que ceux qui restent, hein, puisque le placenta se barre, donc ceux qui restent, la moitié du corps, c'est un être qui nous remplit le cœur. Donc après nous avoir vidés avec la douleur, il nous remplit avec le cœur. Bon, ce qui est valable à cet accouchement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons les premières contractions, ça nous fait peur, mais ne perdons pas, c'est-à-dire l'espoir, c'est que la vie, quelque part, a un plan qui n'est pas le nôtre. Et qu'importe le plan, je veux dire, en étant devant les écrans, on a l'idée que on survit à tout. Par exemple, une guerre, on dit: «Oh là là, si c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on va faire?» Comme je dis: «Si c'est la fin du monde, tu es plus là, tu t'en fous». «Ah oui, mais attends», j'ai dit: «Tu te vois chez les survivants, pourquoi? Toi, tu seras peut-être, en train de regarder un film, tu auras une bombe sur la tête, tu auras rien vu». Mmh. Ah! Donc, je dis: «C'est cette vision que tout le monde meurt sauf moi». Donc c'est terrible. Alors que C'est moi, ça. c'est et c'est en fait cette, conscience que la vie est transformation. Mmh. Bien sûr, on va tous mourir, mais comment on va vivre? Mmh. Si je cesse d'avoir peur
de cette mort qui n'est qu'une énième transformation parce que je suis mort plein de fois, hein. Le petit bébé que j'étais n'est plus là, hein, et la jeune fille que j'étais n'est plus là, et je suis pas en train de les pleurer. Pourtant, elles sont plus là, personne ne peut les voir. Bien. Donc, on meurt plusieurs fois. Si la mort n'est pas un problème, mais qu'elle est présente dans sa dynamique de transformation qui donne vie, alors on peut s'occuper du vivant. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je marche? Si je m'occupe de chaque instant, la mort sera qu'un instant de plus. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on touche un point essentiel, c'est que les personnes qui aujourd'hui manquent d'espoir, c'est parce que souvent elles disent j'aimerais faire quelque chose pour le monde, j'aimerais créer un changement, mais je ne sais pas par quoi commencer. Oui, Et ce sentiment d'impuissance est extrêmement finalement désespérant, tu vois. C'est un peu se dire ok, je vois que ça va pas, il y a des choses qui conviennent pas, j'aimerais participer un peu comme un petit colibri, mais je sais pas par quoi commencer parce qu'en fait tout me paraît de toute façon insurmontable. et oui, parce qu'on le regarde d'en haut. Euh, si on nous a appris à être de plus en plus seuls. Un individualisme fou. Et maintenant, avec ChatGPT et d'autres, on a un ami à vie, hein, qui est à côté. On a Maintenant, vraiment ils plus. ont créé même un collier, je sais pas si tu as vu ça, un collier où Non, la personne... Alors, c'est c'est abominable, mais il s'appelle Ami Friends. Et oui. en fait, c'est un collier qui ne parle pas, mais qui capte absolument tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas l'arrêter, en fait, de ce que j'en comprends, c'est on. Et en fait, c'est ton meilleur ami, soi-disant, mais tu dois te connecter à ton téléphone pour qu'il te réponde. Mais enfin, c'est hyper intrusif parce qu'en fait, il capte tout ce qu'il y a autour de toi, il écoute tout et tu dois l'amener partout avec toi. Enfin, voilà, et c'est soi-disant un ami, voilà. Mais on va l'avoir dès la naissance avec un doudou qui sera Et qui exactement va remplacer le. Oui, ouais, ouais. la même chose. Donc, ce qu'on veut, c'est isoler l'individu. Parce Hmm. que les êtres isolés, on peut en faire ce qu'on On peut veut. les manipuler, on peut les manipuler, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ils ont aucun moyen de s'en sortir. Hmm. Alors, le premier geste qu'on fait, quand, si on va dans un supermarché, on dit bonjour à la à la caissière et on prend pas les caisses automatiques. Et puis, si on va à la boulangerie, on essaie de savoir si la vous allez bien? Donc, commencer à être dans le dialogue du Hmm. du quotidien, c'est 3 fois rien. Faire encore traverser une personne qui est, même si on s'en prend plein la figure, puisque aujourd'hui, quand on fait traverser quelqu'un, il vous te dit: «Qu'est-ce que vous voulez?» Ils ont l'impression qu'ils vont se faire agresser. Donc Oui, c'est ça, voilà, en fait, mais il c'est faut vrai. ah, Hmm, hmm. mais il faut garder le geste. Ouais. C'est-à-dire Faut faire garder un le pas, geste un et pas. sa rue devient sa rue ou sa tour devient sa tour. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec les boîtes aux lettres, je vais pouvoir dire à l'autre: «Tiens, peut-être que vous avez ça». Si je vois Hmm. quelqu'un de fatigué, n'hésitez pas. Si j'ai trop fait à manger, je peux proposer à quelqu'un à côté ou même à une personne qui est dans la rue. Il n'y a pas un clochard, Hmm. il y a quelqu'un qui est dans la rue et donc je peux apporter à manger. C'est-à-dire des petits gestes au départ très simples. Mais comme me disait une personne qui a commencé à se mettre à faire son eau, à faire un potager, à prendre une cheminée, elle a dit: Ce que je comprenais dans son langage, c'est qu'elle était devenue bienveillante» et la bienveillance nourrit. C'est-à-dire, chaque fois que je sens que j'ai amené un sourire, que j'ai aidé, hein, il y a quelque chose qui se passe. Les êtres humains qui sont autour de moi sont pas des monstres, sont pas des méchants, quoi. Mais par contre, être en conscience. C'est vrai que j'avais une copine, bon, mais dans le sud, hein, chez moi, que je connais depuis que je suis née, enfin qui est petite, enfin, on se connaissait à l'école, quoi et elle était noire, donc et ses parents blancs. Ça avait sauté 3 ou 4 générations, bref. Donc évidemment, elle était exclue, donc on s'entendait assez bien, enfin on se parlait, quoi et puis avec les années, elle a monté son affaire et tout ça et je lui disais dernièrement, il y a 1 an de ça, 1 an et demi, hein, je lui dis: «Eh» on prend un pot et je lui dis: «Eh, tu sais, je te vois plus noire qu'avant, il y a un problème?» Elle me dit: «Bah, tu sais que moi aussi, je me savais pas noire, je me le découvre». Parce qu'en fait, le regard a changé. Un regard a changé, mon regard a changé. J'ai dit: «Mince, je me fais manipuler» et à partir de là, c'est très important. Regardez, les femmes voilées, il y en avait, mais maintenant on en voit une, on dit: «Oh là là!» alors tout de suite, quand je vois une femme voilée, je me mets une nonne à côté. Qu'elle soit protestante ou catholique, c'est la même chose. Voilà et je me dis: «Bah, dis donc, chacun a son Dieu, hein». Bon et tout d'un coup, je sais que mon regard a changé. Alors moi, je fais l'inverse. Je souris. Quand je vois quelqu'un maintenant aujourd'hui qui est bien typé, je souris 2 fois plus ou je lui dis bonjour. Parce que
on ne se rend pas compte. On a un regard à notre insu, si on n'est pas conscient, qui blesse l'autre, qui l'exclut. Comme j'ai bien connu l'exclusion, je peux vous dire que je la repère à 10 lieues. Hein. Donc c'est ça qui est important parce qu'on nous manipule là-dessus. C'est quand même terrible ce qui se passe. On a tous les monstres que l'on croyait terrassés depuis toujours, eh bien l'hydre est de retour. Et ça, c'est avec d'une façon décomplexée. C'est ce que je trouve de plus fou, quoi. C'est qu'il n'y a aucune honte. C'est vrai. Euh, Dire, oui, quand j'entends Trump dire que les Somaliens, ils puent, c'est des merdes. Enfin Ah, bon, dire des choses c'est comme ça, dingue. Ah oui, c'est c'est dingue. c'est hallucinant, hein. Ouais. Et mais des fois, quand j'entends Bardella ou Zemmour, donc je me dis: «Mais comment on peut les laisser dire des choses comme ça?» Parce que plus c'est gros et plus en fait il y a des gens qui se disent, bah, vu que personne ne leur dit rien, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Tu sais, il y a ce côté de se dire, bah, si ils oseraient pas le dire si c'était pas vrai. Tu vois, plus ça choque, plus ça fait de l'audimat, plus ça fait du chiffre, plus ça fait de l'argent, et donc plus ça fonctionne aussi. Donc du coup, bah, tout le monde y va et en rajoute et en rajoute. Et c'est vrai que c'est totalement décomplexé, mais pire encore, je trouve que ça, il y a des gens qui sont inspirés par ça en fait. Tu vois, Oui, ça les attire en fait, du coup. parce que on se sent quand on a une angoisse diffuse, hein, elle est là. Mais on ne sait pas, des fois on dit: «J'ai tout, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai tout, je suis angoissée». Mais qu'est-ce qu'il y a? Quand on me donne le moyen de trouver qu'est-ce que j'ai, c'est parfait. Même des fois, quelqu'un arrive à avoir une grave maladie, il dit: «Bah, écoute, tu veux que je te dise? Je suis soulagée parce que moi là, je sais ce que j'ai». Mais quand j'ai que l'angoisse, c'est terrible. Alors si on dit: «Tu es mal, c'est parce qu'il y a un tel». Ah je suis Ça donne sauvée, une de raison et voilà, c'est tant ça. mieux. Là, Mmh. c'est très bien. Tu as pas de boulot, c'est à cause d'elle. Tu as pas d'aide, c'est à Mmh. cause d'elle. Il y a pas d'hôpitaux, c'est à cause de lui. Oh, j'avais une Mmh. angoisse, je savais pas ce que c'est. Maintenant, je le sais. C'est tout. Sauf qu'au Et si final, elle c'est n'importe quoi, donc ça soulage pas vraiment. L'angoisse, elle revient sur autre chose et ainsi de suite. parce que je deviens un Ah, guerrier et je deviens un sauveur pour ma famille. mmh. Ce que tu On te me dis. dit: «Si cela vire, tes enfants auront du boulot, Ah, on y tu va seras quoi, on prend l'étape. soigné, tu auras l'école». Ah ben alors, je deviens un guerrier. Je dis: Pourtant, on pourrait apprendre de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, ce genre de choses, on les apprend dans les livres d'histoire depuis tout petit. On sait bien que ça ne fonctionne pas, tu vois? Et j'ai l'impression qu'on alors, n'apprend pas, finalement des erreurs du passé. bah, quand on lit Hannah Arendt, on l'a quand même étudiée, la première chose qu'elle dit, c'est l'empathie qui s'en va. Première chose. C'est ce qu'on fait. L'empathie aujourd'hui, le pauvre est une charge. C'est quand même un truc de fou. Bon, et puis la seconde chose, on ne sait plus ce qui est vrai. Et il n'y avait pas internet à l'époque où elle disait ça. Les gens le disent, hein, qu'ils sont de plus en plus noyés. C'est-à-dire que plus il y a eu de l'information et en fait, moins ils savent ce qui est vrai. Et puis avec l'IA, on ne sait plus ce qui est vrai. C'est vrai, Mmh mh. on sait Et puis, en plus. fait, on s'y fie sans réfléchir. C'est genre, si elle dit ça, c'est qu'elle a raison et du coup, il y a plus de réflexion derrière. Oui. Mais quand même, avant on disait: «Je l'ai vu», donc c'est vrai. Mais maintenant ce qu'on voit, l'image qu'on voit, c'est faux. La personne, on la voit dans telle situation, c'est pas vrai. On prend des guerres, avec des images qui n'existent pas ou qui existent, mais on ne sait plus laquelle est vraie. Donc de la même façon, c'est ce qu'elle dit, c'est que comme on ne sait plus ce qui est vrai, on va aller dans ses peurs, dans son instinct. Et si j'ai peur et qu'on m'explique les choses en me faisant développer une très belle histoire, je vais adhérer à ça parce que ça me calme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je comprends maintenant le monde. On rentre dans des sectes, en fait, de pensée qui donnent le regroupement à ceux qui pensent qu'on est en danger. Le danger est réel. On a un danger climatique réel. On en a fait un danger de religion, de trucs. C'est différent. Et on parle de guerre où, avec les bombes atomiques qu'on a, elle sera quand même rapide, sans problème. Mais l'humanisme est en danger. C'est pour ça que ce sont des gens qui quand même tous ceux qui ont inventé ces outils magiques, parce que si l'outil avait été encadré, automatiquement on en aurait une autre utilisation. Et quand on se souvient des armes, hein, c'était, Michael Moore qui avait fait un film là-dessus, mais on a fait des études. On voit bien que les pays, par exemple l'Angleterre, eh bien les policiers sont pas armés. Est-ce qu'il y a plus de violence? Non. Mais on voit que plus on arme,
plus la violence se développe. Aujourd'hui, on a des policiers, nous on va au village, c'est des Robocop, quoi, avec le truc pour pas être attaqué. Enfin, on se dit, mais on est où? Oui, mais bien Et sûr, ça appelle une réponse violente, si on forcément si oui, et ça marche pas. Mais ce qui a été bon pour les armes, quand avant Sarkozy, on était encore dans un schéma où il n'y avait pas d'armes, ni on n'était pas, les policiers n'étaient pas habillés comme des Robocop, eh bien, quand on était à cette époque-là, on avait moins de violence. On avait les armes pour le bon, pour certains trucs. Eh bien, pour l'informatique, c'est la même chose. Pour l'IA, c'est la même chose. mmh mh. Elle est magique, mais il faut qu'elle soit au service de nos valeurs. Nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est pour ça que quand l'informatique est arrivée, moi j'étais à l'époque où on les a eus, hein, on était jeunes, on disait, waouh, on va être plus libre parce qu'on pourra rencontrer les gens du monde entier, hein. Donc ça va donner une égalité de chances parce qu'on pourra pouvoir avoir des informations de partout et ça créera un lien fraternel puisqu'on communiquera entre nous. Nous, on a vu ça, mais comme le rêve de rêve. Oui, sauf que on n'a pas développé pour liberté, égalité, fraternité. Et c'est là, on l'a développé pour tenir les individus, les faire. On est rentré dans un poulailler industriel, c'est tout. Ouais, c'est toujours un peu le même constat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser ces outils-là parce qu'eux, ils ont envie d'avoir plus que quelqu'un d'autre. Toujours, tu sais, genre: «Je prends pas ce dont j'ai besoin, mais moi j'en veux plus que mon voisin» et du coup, ils vont détourner, en fait, l'outil parce qu'il y a cette sensation de puissance absolue d'en avoir plus que l'autre, en fait. Oui, mais l'outil amène aussi le sécuritaire. Mmh. Donc, il amène le dictateur, automatiquement. Et il est fabriqué quand même, il faut voir, c'est ça qui est fabuleux, c'est que ceux qui l'ont créé, comme Gutenberg ou autres, ont des problèmes pathologiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le corps. La sensibilité du corps ne leur plaît pas. Et c'est super, ils ont trouvé un moyen pour pouvoir communiquer avec les gens sans le toucher, sans la sensibilité, avec juste l'excitation du cerveau. Bien. Pour nous, ça a été super, mais du coup, on chope tous la maladie. Se toucher devient difficile. Sexuellement, on le voit, les rapports sexuels à distance, c'est quelque chose d'effrayant. Parce que quand les gens se voient en vrai, ils ont même plus envie de baiser. Ou alors ils mettent dans le lit un film pour que ça marche. Parce que le corps s'est endormi. C'est-à-dire que nous avons mis à l'échelle du monde une pathologie des créateurs, qui fait que seul le cerveau apporte l'excitation et la joie. Mais c'est vrai parce que maintenant, il y a les masques, de réalité virtuelle. Genre, tu vas vivre ta meilleure vie, mais c'est encore une fois, c'est grâce à ta tête et à son cerveau, en fait. C'est pas du tout dans le ressenti. On est Ah encore mais une fois dans le cerveau, quoi. ah Alors, non, du coup, j'ai envie quand même de finir sur une note positive après tout ça. Et donc, tu disais réinvestir le local, réinvestir la présence, réinvestir le lien à l'autre, en direct, même des petits mots, réinvestir son corps. Moi, de ce que je retiens de tout ce que tu nous as ça c'est dit, la base. c'est Oui. la base. Est-ce qu'il y a autre chose pour justement peut-être maintenant, retrouver de l'espoir, retrouver de l'optimisme, retrouver cette puissance qui est à soi et qui n'est pas vendue à l'autre en fait? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? C'est de créer des cercles de réalité. Alors c'est quoi un cercle de réalité? Les cercles de réalité, c'est-à-dire que on prend les informations et on le regarde à l'échelle avec les uns et les autres, à l'échelle de son village, de son quartier ou de sa tour. C'est-à-dire que on redevient celui qui est capable de dire: «Ça c'est vrai, ça c'est faux», parce que c'est sur mon territoire. La seule chose que Sur l'on ce qu'on pourra sait et que l'on voit et pas l'information qu'on nous dit. C'est voilà, vraiment ce que donc tu on sais. prend plusieurs. Par exemple, si bah, je reprends une fille, cet exemple, il m'a tellement choqué que bon, une fille qui courait, sur la voie verte, bon, dans à la campagne, hein, chez nous, à la voie verte et puis elle me dit: «Ah j'y vais plus». Ah ben, j'ai dit: «Pourquoi?» Ah ben, elle me dit: «Je peux plus parce que je vais être attaquée». Tu as vu toutes les joggeuses qui sont attaquées? J'ai dit: «Putain, tu as mis Eh oui, Netflix sur la voie verte. eh Tu as mis oui. Netflix sur la voie verte. On est foutus. Tu peux plus aller co tu vois plus la voie verte». Alors j'ai dit: «OK, on va on va chez un copain qui est flic, hein, dans le village, donc chez nous et je lui dis: «Alors, il y a eu combien d'attaques, là, sur la voie verte?» Il me dit: «Que tu racontes la voie verte?» Il me dit: «Il y a eu zéro. Bah, j'ai dit: «Tu vois, tu y vas plus, il y a zéro. Ça, c'est le cercle de réalité. C'est-à-dire qu'on prend une information et on la regarde dans son quartier, dans son village, avec des personnes différentes. Parce qu'on peut dire: «C'est vrai ailleurs». Le principe est simple: c'est vrai ailleurs, mais est-ce que c'est vrai chez nous? Comme je ne peux plus savoir ce qui est vrai, on se regroupe et chacun dit: «Moi voilà, j'ai vu vraiment ça. J'ai fait ça». Parce que ça, c'est vraiment créer le réseau du réel
qui peut se battre contre le reste, parce que le reste redevient un monde extérieur à moi. J'ai Le l'impression que ce que problème tu proposes, ça sera totalement irréaliste. Tu vois, je me disais, mais moi, ça va, je vis dans un petit village aussi, tu vois, en Écosse, où les gens parlent, où il y a encore vraiment ce lien-là. Mais je me rappelle avoir vécu à Toulouse, ma ville, là où je suis née, grande ville, les gens ne se parlent pas, les gens n'ont pas envie de se parler, même entre voisins, ils se connaissent pas. Donc je me dis, mais comment mettre ça en place concrètement, tu vois? bah, ça commence par le bonjour et parler à son commerçant déjà. Mais ensuite, c'est prendre, un talk café, par exemple, en disant au départ, les gens peuvent avoir peur et on peut faire, un talk café de la rue untel ou sur le réseau, on se retrouve. Quand on s'est retrouvé sur le réseau, on dit: «Et si on prenait un café en vrai?» Parce qu'effectivement, il faut approcher la personne. Aujourd'hui, on a tellement peur puisqu'on va même plus voyager sans avoir déjà regardé les avis du restaurant. Donc, ça peut être comme ça. Des fois, moi, par exemple, si je me mettais, j'aurais tout. Des fois, je vais dans un endroit, ça devient un endroit où on parle. C'est obligé. Même dans, je parle tout le temps. Donc, je parle tout le temps aux gens. J'aime les gens. J'aime profondément dans les endroits où je vis. J'adore tout de mes villages. Je les aime tous. Et donc, et les gens m'intéressent. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir leur regard. Chaque fois que quelqu'un me raconte comment lui, il voit, il agrandit mon monde. Mais quand on commence comme ça, là, on devient un résistant. C'est-à-dire, même si on est 3 personnes au départ, ou 4, c'est pas grave. On commence, on crée ce talk café, on fait parler de lui. Il vient après, en réalité, tout le monde peut venir. Mais c'est pas pour, parler de l'extérieur, c'est pour parler ce que j'ai à l'extérieur, qu'est-ce que ça fait chez nous? Le piège aujourd'hui, c'est ce que je disais, on va parler d'une guerre alors qu'on est quoi? Comment moi je peux parler, du génocide à Gaza? Il y en a un, mais je n'ai jamais vibré dans une horreur pareille. J'ai de la compassion bien sûr, mais je suis obligée de chercher en moi quelque chose que je n'ai pas, c'est-à-dire l'horreur de perdre tous les miens, l'horreur de ne pas comprendre ce qui arrive et de ne pas avoir de futur. Bien sûr, je 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 peux l'imaginer, mais je l'ai pas dans mes tripes. Je vais juste penser quand j'ai perdu mon fils, quand j'ai perdu ma mère, mon père, je veux dire, je vais juste ressentir la douleur quand on perd, mais ça sera pas perdre la maison, perdre la nature, voir mes oliviers tout cramés. Non! Donc, je peux pas parler de ça. Mais par contre, je dis: Ça existe». Est-ce que dans mon village, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de détruire? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont plus rien? Est-ce que dans mon village, ça existe? Ça, je peux me poser la question. Et Je peux redévelopper regarder, l'empathie, la bienveillance pour ces oui, personnes. parce que je vais dire: «Je suis pas à Gaza, mais quand je tends pas la main à un tel, à un tel, à un tel, Mmh je mh. suis comme celui qui détruit». Et cette prise de conscience de mon village, on arrête d'être mendiant. Parce que là, on est toujours des mendiants, ou des dictateurs ou des mendiants. Donne-moi, ou alors toi, je t'élimine. C'est tout. Là, on sort de ça pour redevenir puissant ensemble. Des fois sur une seule personne, des fois sur un chien qui a été maltraité, qu'importe, un arbre que on a mal planté, qui n'est pas bon. Et ça, dès que je deviens bienveillant de quelque chose qui est pas ma propriété, mais que je décide que c'est notre village, notre rue, quand le nous existe, quand le nous existe, l'espoir est de retour. C'est ça qui est important. Quand je sais que moi, je ne peux pas exister sans nous. Si je sais ça, je vais agir. Merci Ghislaine. Ça, c'est un beau message d'espoir, effectivement, et ça vient à l'encontre un petit peu de tout ce qu'on nous apprend et donc de tout l'égocentrisme qui se développe, en fait. Donc un grand merci à toi. Parle-nous un petit peu de ton livre. On peut l'acheter partout, il me semble. Heu, La prophétie d'espoir partout, hein, ouais. il est partout et donc on va voir comment l'espoir, mais aussi, ce que j'écris, ce sont les bases qui nous amènent dans le monde où on est, mais à travers mon expérience, voilà. Comment dire? Les états de transe qui me sont arrivés ont été le début du livre et au Mmh. départ, je voulais pas en faire un livre, mais ma copine m'a dit: «Ah non, 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 c'est trop intéressant, faut que tu l'écrives», donc je l'ai fait. Et d'ailleurs, en avril, j'en écris, un autre. Ah J'en génial. écrit un sortir
et en novembre, un autre. Oh Voilà, donc là, super! j'ai fait Oh bah, génial, génial. voilà, bah, c'est Hem, la voie du résistant pour moi, hein, d'écrire parce que je sais que mes livres, c'est des initiations. C'est-à-dire que les gens les font pas à pas, ils font les pas avec moi. Donc quand ils sortent, ils ont fait leur chemin aussi. C'est ça génial. qui est bien. Et je vais finir, cette interview par la question que, bah, on m'a souvent posée, quand voilà, Instagram en disant: «S'il te plaît, demande-lui». Alors la question elle a été formulée ainsi, c'est: «Comment a-t-elle découvert sa vocation professionnelle?» Et donc comment tu en es arrivée là? Alors ça, je vais dire que, chez moi, j'ai jamais, alors comme je dis, j'ai été marginale, ce qui fait que l'école, tout ça, c'était un peu un problème, d'accord? Donc j'ai commencé, à travailler, j'avais pas 18 ans, où je vendais des appartements. Après, je me suis mariée, puis est allée à Perpignan, tu vois? Tu pas une Toulouse et en fait, bah, là, j'ai fait tout l'univers, je vendais. J'ai été la première femme qui a dirigé une agence, de livres et puis j'ai repris une auberge. Hem, c'est un vieux mas abandonné et là, j'avais 19 ans, j'étais enceinte jusqu'au fond des yeux. C'était abandonné et on a créé avec mon mari, ma première chose, c'était une auberge et puis j'ai eu le cancer de mon fils où j'ai on a découvert que je pouvais lire dans les dessins des enfants d'une certaine façon. Donc on m'a dit: «Vous devriez faire, psy». Mais à l'époque, j'ai eu, ma mère, mon père était décédé et le groupe qui était très important, était en danger et donc j'ai repris le groupe avec mon père qui était à mes côtés, enfin mon père, qui était mort mais qui m'inspirait. Donc ça m'a fait connaître le milieu des affaires. Je suis devenue, une femme d'affaires très dure et donc quand j'ai fait la restauration, l'hôtellerie, après je suis rentrée aux jeunes chambres économiques, tout ça, j'ai fait en fonction de ce qui venait, quoi. Et les affaires, c'est parce que ça venait et puis, après, je suis tombée une fois que ça a été réglé et là, j'ai fait un travail sur moi, pouf, ça m'a développé complètement. Donc après j'ai bien voyagé parce que c'était le début de la PNL, d'Ericsson. Ah, on faisait des trucs, enfin, c'était pas encore académique, hein, donc on s'amusait avec Hills et tout ça. C'était vraiment c'était une époque de fou, hein. On était libre, mon Dieu qu'on était libre. Et donc ça, c'était fabuleux. Donc après, j'ai voyagé avec les chamans, donc et puis mon fils est mort, donc j'ai ouvert le groupe parce que j'avais envie de faire quelque chose pour lui. C'est pour ça qu'on a appelé ça «Le cœur du hérisson» et j'ai continué, j'ai écrit parce qu'on me l'a demandé, les conférences est venues. Je veux dire que j'ai toujours répondu à la vie, j'ai jamais anticipé ce que j'allais faire. Je n'ai jamais eu cette projection. Quand j'étais à l'école, on se foutait de moi parce que je disais: «Je vais être pasteur ou psychologue ou écrivain Ah ou beh, voilà. politique». Et beh, finalement, hein, ça Et on s'est fait fait, ça hein. parce qu'on me dit: «Ah ouais, tu parles, toi, tu y arriveras jamais» et en fait, la vie m'a amenée à faire un chemin de vie, tout simplement. Mais Mmh. c'est ça, c'est répondre à la vie. Je crois que si j'avais souvent, on me dit: «Comment tu fais pour savoir ce que tu veux faire?» hein? Mmh. Oh, mes petits-enfants, tout le monde sait et la question que je pose, c'est: «Qu'est-ce que tu fais le plus facilement?» Sans te rendre compte que tu fais que Naturellement, ouais, comme le ça. plus naturellement que tu fais, mais alors facile. Ouais. Et je me souviens d'une de mes petites filles qui me dit, parce qu'elle savait pas ce qu'elle voulait faire, elle me dit: «Franchement, moi, la seule chose que je fais facilement», bah, elle me dit: «Le ménage». J'ai dit: «Tu» et en plus elle le fait. Je dis: «Mais c'est super. Ça veut dire que tu sais ce qu'a besoin les objets, ce qu'a besoin l'espace, tu sais l'arranger, tu le rends». Je lui dis: «Mais écoute, seconde chance». Elle me dit: «Qu'est-ce que tu racontes?» Bah, je lui dis: «Si tu fais facilement, va dans les lieux ressources, tu vas très, très vite réaménager les trucs qu'on t'amène qui sont». Elle a commencé à faire ça, c'est super. Mais en fait, c'est qu'est-ce que je fais le plus facilement? Il y en a une qui me dit: «Bah, ce que je fais le plus facilement, bah, j'aime parler». Bah, je dis: «Tu seras communicant, si c'est ce que tu aimes». Mais tu vois, là, je pense encore que c'est biaisé parce que, par exemple, si je reprends l'exemple du ménage, il y a plein de gens, tu sais, même quand on éduque les enfants, on leur fait croire qu'il faut faire absolument certains métiers et qu'il y a des métiers qui valent mieux que d'autres, des filières qui valent mieux que d'autres. Et en fait, du coup, cette question de qu'est-ce que tu sais faire, je pense qu'elle est biaisée par la réflexion de oui, mais c'est pas ça qui compte. C'est le métier qui me donnera le statut social, la sécurité, l'argent. Et du coup, on s'éloigne de mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui me plaît en fait. Tu vois? Oui, mais en fait, une fois par exemple, on prend quelqu'un qui aime le foot, d'accord? Bon, très souvent, s'il est passionné de foot, bah, il aura des bonnes notes en géographie. Ah oui, parce qu'il sait que là, il va y avoir, tel match à tel endroit, que Ah là, oui, ça c'est sera vrai, du coup, ça leur fait connaître les villes, les pays, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. il est juste allé dans son plaisir. Je veux dire, si on Ouais. regarde, si on observe l'enfant dans ce qu'il fait le plus facilement,
on trouve les moyens de l'éveiller sans problème, mais avec sa nature. Un enfant qui est rêveur, ça peut être intéressant de le pousser à mettre son émotion dans les mots. Et peut-être que les mots, s'il est dyslexique, ce sera difficile alors qu'il les dicte. Mais à ce moment-là, on va pas dire c'est pas un métier d'être rêveur. Si, il écrit des histoires. Et nous, on a la fourmi, la cigale. Alors évidemment, la cigale, on lui fait une sacrée vie. La fourmi, il faut qu'elle soit bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce qu'on fait facilement, c'est sa nature. Et on se sent jamais fatigué. Moi, j'ai jamais travaillé. Jamais. T'as jamais eu la sensation de travailler, en tout cas. Jamais. J'ai toujours exprimé mon chant. Mmh. Dans tous Donc les on domaines. en revient à ça, revenir à soi, hein. On a la boucle est bouclée là de cette interview parce qu'on a commencé par ça, donc c'est genre Oui, revenir à soi. oui, et en fait, c'est la perspective dans le moment qui est important. Si on prend, le lièvre et la tortue, bien entendu, on va me dire: «Bah, la tortue, c'est sûr qu'elle a beau s'époumoner, elle gagnera jamais le lièvre». On est d'accord. Mais parce que je mets une course avec, un objectif, supposons à 500 mètres, d'accord. Et là, elle va perdre, oui. Mais si je dis le premier à la maison, elle va toujours gagner. Ah, elle est pas mal celle-là, Et j'avoue. c'est ça qui est très important, c'est qu'en fait, quand je connais ma force, Ouais, j'ai plus envie d'aller courir 500 mètres. Je sais que je gagnerai toujours avec le premier à la maison, et comme le ça. lièvre sait qu'il gagnera toujours avec 500 mètres. Et on s'occupe plus d'essayer d'aller dans le monde de l'autre. Puis on en revient à ce côté de on a des idéaux communs alors même qu'on est tous différents et qu'on ne devrait Oui. pas avoir, des rêves, en fait, les rêves devraient être différents des uns des autres, en fait. Beh, si je connais ma nature, si Mmh. je suis un poisson, je m'en fous d'aller me promener dans les bois. Ça ne va pas venir à mon idée. Mmh Donc mh. si je sais qui je suis, si je suis bien à la campagne, on peut tout me dire pour la ville, je m'en fous. Mmh mh. Je suis bien à la campagne. Mais c'est C'est vrai. cette nature qui est notre liberté. C'est dans la limite qu'est l'intense et c'est dans l'intense qu'on retrouve l'immensité du monde. C'est ça, le chemin. Non, mais je comprends très bien parce que justement, quand on est bien, dans sa vie et dans ses choix, moi j'ai fait plein de choix très atypiques. Et tu auras beau me vendre, je sais pas, que c'est génial d'avoir une belle voiture, moi je m'en fiche. Et si toi ça te rend heureuse, je suis très heureuse pour toi. Mais moi ça ne fait pas sens dans ma vie. Tu vois, j'ai 4 jeunes enfants, avoir une belle voiture, non. Je veux juste une grande voiture pour les mettre et que si ça soit sale, ben c'est sale, c'est pas grave, ils vivent dedans en fait, tu vois, pendant le chemin quoi. Donc ouais, pour moi ça fait pas sens. Et du coup, bah j'aurais pas de jalousie envers ceux qui ont une belle voiture. Je me dirais si c'est leur rêve, tant mieux en fait. Voilà, ils ont peut-être travaillé très dur pour l'avoir ou pas et qu'importe. Mais en fait, du coup, j'aurais pas de ressenti parce qu'en fait, moi, je suis très alignée avec mon choix de voiture, par exemple, tu vois? Oui, et puis, de toute façon, quand on dit «sale», le mot «sale» est intéressant parce que Oui, c'est vrai. Selon la comme culture, on est d'accord. la génération qui enfin les générations qui ont évolué avec le propre. Mmh. Et on n'a jamais autant créé de déchets, même une île de déchets, faut quand même le faire, hein. Mmh Le mh. 7e continent, c'est un Ouais. déchet et justement quand on va en Amérique, enfin chez les natifs d'Amérique, il y a, des fois quand on va dans les réserves, c'est un peu crade quoi. Enfin on se dit: «Waouh, il y a des voitures, un peu rouillées, des machins», parce que c'est un peu quand même et une fois je discutais avec, un Indien, je lui dis: «Mais quand même, tu vois, c'est un peu crade quoi ton truc, tu vois?» Je sais pas, pour des gens qui sont près de la nature. Il me dit: «Bah oui, mais avant, nous, quand on faisait quelque chose, que ce soit de la vaisselle ou autre, et ben, on le laissait et la terre le remangeait. Vous, en fin de compte, vous aimez les choses que neuves. Alors on vous montre ce que vous construisez. Parce que quand elle est pas belle, quand elle est à la fin de vie, ce que vous faites, c'est que vous ne voulez plus le voir, mais ça existe toujours et ça Mmh. vit. Donc ce qu'on vous montre, c'est que vous créez des choses que la terre ne peut pas manger». C'est vrai. Mais on est allés, en Inde, avec mon mari et au début, on était perturbés parce qu'effectivement, tout nous semblait sale parce qu'il y avait de la terre partout, de la boue. Tu vois, c'est pas goudronné partout comme chez nous et tout et au final, on est resté une quinzaine de jours et donc au début, c'était étrange et au fur et à mesure, quand on est revenu en France, par contre, on s'est senti très oppressés. Ah, en fait, on s'est dit: «C'est beaucoup plus propre de la terre que du goudron en réalité». Et et Exactement. et on s'est dit: «Mais tout est tellement aseptisé» et d'ailleurs on a trouvé que les en fait c'est drôle parce qu'on s'est dit: «Mais c'est fou comme en fait en Occident on est très névrosés aussi». Parce que
il y avait plus de liberté finalement. Enfin, bon, ça dépend de comment on voit la liberté. Mais en tout cas, même, tu vois, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, d'évoquer la vie, c'était... Et on se dit, c'est dingue à quel point notre culture nous envoie de toute façon, tu vois, enfin, ça nous étrique énormément sur une manière d'être, une manière de faire. Et si on n'a pas la chance de voyager ou de parler à des gens, on n'a pas besoin de voyager, ou parler juste à des gens différents, eh ben, on reste étriqué dans notre vision des choses, quoi. Bah, c'est-à-dire que tout est codifié. Mm. Donc, on a des codes visuels qui nous font là tu Ça, c'est la t'approches. norme, ça, c'est pas normal, et oui, c'est vrai. Celui-là, c'est ton club, celui-là, c'est pas ton club. Mm, mm. C'est pour ça que quand on prend une rue et qu'on la fait descendre par quelqu'un qui est pauvre, on la fait descendre par quelqu'un qui est une femme, par quelqu'un qui est un homme et par quelqu'un qui est très riche, personne ne la descend de la même façon. Et on va souvent découvrir que le très riche, partout il est chez lui. Mm. Alors que la femme va partout avoir peur. Et l'homme qui est vrai, va être, au contraire, se sentir presque en défi ou en tout cas assuré quand il le fait, Conquérant. conquérant, mais c'est une conquérant alors que le riche est chez lui. Mm. Je veux, j'achète. Je suis C'est chez ça. moi. Donc, Mm. et c'est une rue seulement. Énergétiquement, l'homme et la femme ne la vivent pas pareil. Le pauvre et le riche ne la vivent pas pareil. Donc, on porte nos rôles, nos codes avec nous quand on marche. Et quand on a quelqu'un comme un sage, celui qui s'en fout, qui est juste là, sa marche n'est pas la même. Et il Parce qu'il marche fait, comment, le sage? ouais, le sage, il sait qu'il marche. Il n'est pas dans un rôle. Donc, il sent si c'est du goudron. On voit bien, par exemple, si c'est du goudron de la terre, il y a un petit exercice à faire qui est super. J'ai un problème. Je vais sur une voie verte, supposons. J'ai un problème. Me pose la question et je marche sur le goudron. D'accord? Et puis j'arrête, je pose la question et je marche sur le bas-côté, sur la terre. Vous allez vous rendre compte que vous ne pensez pas pareil. La pensée n'est pas la même. C'est ça qui est drôle. Le pas redevient incertain, on est obligé de bien regarder, on sait où on est et il y a une sensation qui amène le cerveau à se poser autrement. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est relié, sauf qu'on est coupé, mais on est relié et donc quand on met du goudron partout, c'est qu'on met un un rail de pensée, et quelque part, on nous dit comment il faut être. On Mm. est comme sur des TGV permanents. Dès qu'on rentre dans la terre, dans la nature, dans les choses escarpées, on est obligé d'être dans son senti et ça se passe autrement. Ah, alors, tout le monde va faire l'exercice et nous Ah dire oui, en et commentaire voilà, ce que vous avez exactement. ressenti. Mais Ouais, et non, vous mais je verrez, sais. c'est très, très diffé vraiment très, très différent. Non, mais C'est je sais qu'il y a beaucoup de personnes hautement sensibles qui aiment marcher dans la nature. Et oui, quand tu dis dans la nature, c'est pas marcher dans la rue, c'est trouver vraiment un coin de nature. oui et mais de faire la différence, c'est très important parce que ça permet c'est des petites choses, mais à nouveau, c'est comme ça qu'on revient à soi. C'est que ça permet de voir que le cerveau, dès qu'il est sur du goudron, va vite C'est et que dès qu'il est dans la terre, il ralentit et il prend pas les choses pareilles. mmh. C'est vraiment une expérience à faire et comme je dis, il faut parler de ce qu'on expérimente. Ne me croyez pas pour raconter, Expérimenter. expérimenter Mais je et pense là, que ça c'est un mot très fort. Je sais qu'on en avait parlé au téléphone, toi et moi, mais l'expérimentation, et c'est finalement ce que je retiens aussi de cet échange, c'est n'ayez pas peur d'expérimenter, en fait. Que oui, ça soit le rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport au monde, en fait, de l'expérimenter pour en faire sa vie, son aventure et sa propre vision des choses aussi, quoi. Donc, oui, parce que l'expérience permet de naître avec. mmh, C'est-à-dire la connaissance passe par l'expérience, sinon c'est de l'information qui ça, s'ajoute tu disais. et Mmh, ça transforme, vraiment. On risque rien à être expérimenté, pourquoi? Parce que la vie nous propose que ce qu'on peut supporter. Si c'est pas pour nous, on n'ira pas. Par exemple, on prend quelqu'un qui n'est pas, qui ne sera pas sujet à des dépendances, ni l'alcool, ni la drogue, ni quoi que ce soit. C'est des natures, d'accord? Eh bien, il sera pas, attiré par des personnes qui le sont. C'est mmh, pas ça son histoire. Par contre, si je suis attirée par la dépendance, bien sûr que je vais y être. C'est pour ça que quand je rencontre quelqu'un, je dis: «Qu'est-ce qu'il raconte sur moi?» parce que l'autre est une porte qui mène à moi. mmh mh. Mais si c'est pas ma nature, je veux dire, un gorille ne s'en fout d'être un papillon et donc il va pas être intéressé par voler. Il va passer à côté. Mmh mh. C'est la même chose pour nous. Dès qu'on est dans sa nature,
on ne peut expérimenter et être attiré que par des choses qui résonnent en nous. Alors plus évidemment on s'ouvre, plus la résonance devient grande, bien sûr. Bah, merci beaucoup Ghislaine, on va s'arrêter là, mais vraiment c'était un plaisir de discuter avec toi. Donc un grand merci. N'hésitez pas à suivre Ghislaine sur Instagram notamment et sinon, bah, allez voir son livre, qui est une pépite sur l'espoir. Donc un grand merci Ghislaine. OK, au revoir. Au revoir.